Bienvenue au Parlement européen, secoué par une nouvelle affaire de corruption. Plusieurs lobbyistes du groupe chinois Huawei sont suspectés par la justice belge d'avoir corrompu une quinzaine d'eurodéputés anciens ou actuels entre 2021 et aujourd'hui. Il s'agissait d'influencer la politique commerciale de l'UE en faveur de l'opérateur dans le cadre du déploiement de la 5G, un acteur chinois qui a finalement été écarté pour ses liens avec le gouvernement de Pékin et des craintes d'espionnage. Alors cette affaire intervient 2 ans après celle du Qatargate, où des eurodéputés et leur entourage ont été accusés de recevoir de l'argent du Qatar et du Maroc pour orienter, là encore, les décisions européennes en leur faveur. Le Parlement avait alors adopté plusieurs mesures pour renforcer la transparence, comme un organe d'éthique dont la création a été actée mais n'est toujours pas entrée en fonction et dont l'indépendance est questionnée. Alors, le Parlement reste-t-il encore perméable aux pots de vin et aux cadeaux? Nous en parlons avec 2 eurodéputés. Fabienne Keller, bonjour, eurodéputée française du groupe Renew, au centre de l'hémicycle, questeur du Parlement, c'est-à-dire en charge du contrôle financier de l'institution. Et puis Daniel Freund, eurodéputé allemand du groupe des Verts, coprésident de l'intergroupe anti-corruption. Daniel Freund, on parle donc de ce nouveau scandale avec l'opérateur chinois Huawei. On sait que 21 bureaux de parlementaires ont été perquisitionnés ici au Parlement de Bruxelles. Qu'est-ce que soupçonne la justice belge exactement ? Il y a à nouveau la question de la corruption des députés à la charge de la justice belge. Et la question, c'est est-ce qu'on peut acheter soit des décisions ou au moins des services. Il y a question d'une lettre qui a été envoyée il y a quelques années à la Commission en faveur d'inclure Huawei dans le déploiement du 5G en Europe. Et moi, je trouve que ça devient trop souvent. Le Parlement reste en risque de cette corruption. On a changé quelques règles après Qatargate, mais ça reste mal renforcé. Et comme vous avez dit dans l'introduction, surtout le contrôle indépendant qu'on avait souhaité, c'était ça la principale réforme après Qatargate, ça ne fonctionne toujours pas, ça n'a toujours pas commencé à travailler. Alors sur le fond de ce nouveau scandale, Madame Keller, on parle de voyages, cadeaux, repas, billets pour des matchs de foot, d'une valeur supérieure à celle autorisée de 150 €. C'est de la corruption assez basique. On parle aussi d'achat d'abonnements. Comment est-ce que c'est encore possible ? Alors, c'est tout à fait regrettable. C'est d'ailleurs la justice qui doit faire son travail. C'est complètement en infraction avec les règles que nous avons renforcées, vous le rappeliez, après le Qatargate. Nous avons ce registre de transparence où toutes les personnes qui rentrent en contact avec les députés doivent s'inscrire et donner des informations, justement en transparence, pour expliquer pourquoi ils sont au contact des députés. Nous-mêmes, l'ensemble des députés sont obligés de déclarer tous les cadeaux, tous les avantages divers. Visiblement, ils n'ont pas fait l'objet de déclaration. Les éléments les personnes qui ont pu bénéficier des avantages que vous avez décrits, puisque c'est interdit, tout cadeau supérieur à 150 € est interdit. Et puis surtout, on signe un engagement d'éthique, c'est-à-dire nous sommes au service de l'Europe et de nos convictions, mais dans la protection de l'intérêt général des Européens. Donc l'infraction la plus grave, j'ai envie de dire, elle est éthique. Et ça, c'est l'enjeu de l'organe d'éthique qui a du mal à voir le jour parce qu'une partie du Parlement européen n'y est pas favorable. On va y revenir. Daniel Freund, on estime qu'il y a environ 50 000 personnes qui font du lobbying ici auprès de l'Union européenne. On parle de 12 500 organisations constituées, enregistrées. Il y a un nombre équivalent de fonctionnaires européens, à peu près 50 000 à Bruxelles. Le rapport de force n'est-il pas déséquilibré? Vous, en tant que député, vous êtes assailli tous les jours de ces demandes de lobby? La démocratie a besoin de lobbyistes. Ça, il faut être très clair. On est 720 eurodéputés. On ne peut pas faire la législation, on ne peut pas réglementer l'économie européenne sans avoir les idées, les positions de tout le monde qui est concerné. Ça concerne les entreprises, les ONG, les syndicats, les universitaires. Tous les experts qui connaissent la question doivent quand même avoir la possibilité d'être entendus, de donner leur avis. Pour moi, après, c'est clair, ça devrait être un échange d'arguments. Ça ne devrait pas être plus que ça.
Et évidemment, on a déjà parlé de cadeaux, de repas et tout ça. Aujourd'hui, tout ça, c'est légal. Et moi, je trouve quand ça devient voyage de luxe, par exemple, il y a des députés qui se font inviter aux Maldives ou ailleurs. Quand c'est des... Et ça, c'est autorisé. C'est autorisé, il faut déclarer, mais c'est autorisé d'accepter des invitations. Et aussi, aujourd'hui, ça reste encore légal de se faire payer, d'être député, mais d'avoir des revenus annexes inclus par des organisations qui en même temps font du lobbying. C'est plusieurs députés... C'est le problème du consulting, justement, du fait qu'il y a l'autorisation du cumul de, non pas des mandats, mais des jobs aussi. Absolument. Alors moi, je dois dire que j'étais surprise en arrivant au Parlement européen parce qu'il y a plusieurs cultures. Et la culture plus nordique, c'est d'accepter le cumul des activités, ce qui est étonnant, parce que quand on est député européen, on est censé se consacrer à 100%, voire à 200% à son mandat. Donc c'est curieux d'utiliser une partie de son énergie pour autre chose. Quant au voyage, on est quand même obligé de les déclarer. Il faut qu'ils aient un sens par rapport à la mission du député. Et là, on compte sur la transparence, en fait, sur l'effet de retour des gens qui vont lire que vous baladez aux Maldives avec un maillot de bain. Mais c'est permis. Ça, c'est difficile. C'est permis. Non, c'est pas... et... Enfin, moi, je considère... Après, c'est l'appréciation de chacun. Moi, je considère que c'est pas du tout... Ça ne s'inscrit absolument pas dans le cadre d'un mandat. D'ailleurs, ma délégation et mon groupe, on signe des engagements, et je crois que chez les Verts, c'est le cas aussi, complémentaires aux règles formelles. Donc, c'est que les règles ne sont pas suffisantes. Oui, vous avez raison. Sur certains points, elles pourraient être renforcées sur le non-cumul que Daniel vient d'évoquer, sur l'organe d'éthique indépendant. C'est très important. Nul n'a rien à craindre d'un contrôle, sauf des tracasseries administratives. Mais bon, il faut l'accepter, c'est la contrepartie de notre engagement politique. Nul n'a à craindre d'un tel organisme s'il n'a rien fait de mal. Donc je ne comprends pas ce qui se passe au sein du Parlement avec des groupes qui ne sont pas favorables à cet organe d'équipe qui serait à l'échelle européenne. Enfin, je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est que les lobbies ne peuvent pas résumer quand même toute la réalité à l'extérieur. Moi, j'ai un sujet de politique qui me passionne, qui sont les familles monoparentales. Je n'ai pas encore pu rencontrer un lobby bruxellois des familles monoparentales. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a... Le goût de lobbying est imparfait en ce qui concerne... Absolument. Les lobbying n'assurent pas une représentation complète des défis, des enjeux de l'Europe dans sa diversité, défense, économie, vie familiale et sociale, relations internationales, etc. Donc il nous faut aussi faire un travail complémentaire qui est d'aller chercher les infos dans les domaines où elles ne font pas l'objet d'un lobbying actif. Alors Daniel Freund, on va revenir sur les nouvelles règles qu'on pourrait mettre en place, mais d'abord encore un mot sur cette affaire. Les lobbyistes de Huawei sont interdits désormais d'entrer au Parlement européen depuis cette affaire. Certains eurodéputés demandent l'interdiction des appareils de la marque chinoise ici au sein du Parlement, qu'ils ne soient pas utilisés par les parlementaires. On a déjà interdit l'utilisation de TikTok ici au Parlement. Est-ce qu'on va réussir à empêcher les risques qui sont aussi des risques d'espionnage de la part notamment de la Chine? Donc moi, j'ai écrit à la fois à la présidente du Parlement, mais aussi la présidente de la Commission, justement sur cette question. Moi, je trouve les risques qu'on a bien identifiés sur TikTok, et donc nous en tant que députés, mais aussi les fonctionnaires à la Commission, ils n'ont pas le droit d'avoir TikTok sur le même appareil qu'on utilise pour le travail parlementaire et administratif. Et moi, je trouve que les risques sont exactement pareils pour les appareils Huawei. Donc moi, je veux la non-utilisation de ces appareils pour tout ce qui concerne le travail législatif, mais aussi les informations sensibles avec lesquelles on traite. Interdire les appareils, les lobbyistes? C'est une première mesure, mais il nous faut aller plus loin. Et c'est dans ce sens que travaille le bureau du Parlement. Mais alors, parce que justement, vous parliez du Qatargate et du bureau du Parlement. Vous étiez déjà questeur à l'époque du Qatargate, c'était il y a 2 ans. Les eurodéputés et leurs assistants payés par le Qatar et le Maroc pour dire du bien des deux pays. Un scandale qui était censé provoquer un électrochoc. Mais la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a estimé que les mesures mises en place, 14 mesures, étaient suffisantes. Vous faites un mea culpa, ce n'était pas le cas? Alors, les mesures sont fortes. Mais bon, toute personne qui souhaite les détourner peut y arriver. Donc la question, c'est à la fois d'avoir des mesures, puis d'avoir des dispositifs d'alerte en cas de prise de décision qui peut sembler curieuse ou de présence de lobbyistes étranges ou de discours qui sont... il faut aussi être sans cesse en alerte. Et puis sur la sécurité de nos travaux,
Interdire, c'est une première mesure évidemment à prendre à court terme de sécurité, mais on sait qu'il y a bien d'autres manières de prendre le contrôle sur nos appareils. Et nous avions ce matin même dans mon groupe la rencontre avec la direction générale en charge de la sécurité ici pour proposer un ensemble de mesures à mettre en place pour les députés. Un champ est aussi de les mettre en place pour les assistants qui travaillent sur la même matière que nous, qui connaissent aussi le fond des dossiers comme nous. Il faut qu'on se gère de plus en plus comme un ensemble qui est peut-être agressé de l'extérieur en termes d'influence, de manipulation et d'ingérence. Certains de nos collègues, vous savez, on a le spectre complet, invitant eux-mêmes des personnes qui sont borderline. Parler d'un autre sujet que l'influence chinoise et l'influence russe, on a des collègues qui sont explicitement pro-russes, dont les assistants le sont également. Donc comment est-ce qu'on peut se prémunir de cette ingérence dans nos travaux et de comment, par exemple, on peut traiter en matière de défense, puisque maintenant on a une commission défense, un principe de secret quand même et de protection des informations que les députés peuvent avoir à connaître dans le cadre de la commission. Alors Daniel Freud, qu'est-ce que vous dites, vous, sur ces mesures prises après l'affaire du Qatargate? Est-ce qu'elles sont insuffisantes? Est-ce qu'il en faut de nouvelles? On parle de cet organe d'éthique du Parlement européen qui a officiellement été créé il y a un an, mais qui n'est pas, dans les faits, encore réellement en place. Il y a des questions sur l'indépendance, l'utilité. Comment on avance? Comment on fait mieux? On évite de futurs scandales de corruption à venir. Donc là-dessus, il faut être très très clair. C'est les conservateurs dans ce Parlement, le PPE, qui bloquent partout que cet organe ait même une première réunion. C'est à eux de convoquer parce que la présidente du PPE a nommé un vice-président du PPE qui est en charge de cet organe. C'est à lui de convoquer la première réunion. Il ne le fait pas. On a déjà signé en mai dernier. Ça fait presque un an. Il ne convoque pas la première réunion. Quels sont les arguments? Pourquoi? Ils veulent pas. Roberta Metsola, la présidente et PPE elle-même, précisons peut-être. Et ils ne veulent pas de cet organe. Ils ont tout essayé la dernière législature de ne pas l'avoir. Ils ont voté contre. Maintenant, avec l'extrême droite, ils ont la majorité dans ce Parlement. Donc maintenant, ils utilisent. Ils ne convainquent pas la réunion. Ils ont déjà interdit en fait au Parlement de payer sa part de cet organe. Et en même temps, les quelques réformes qu'on a pu faire suite au Qatargate, ils essaient en fait de vider ces réformes. Par exemple, on a interdit aux députés d'avoir des revenus annexes en lobbying. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Maintenant, ils font l'argument d'être par exemple président d'un organisme qui est dans le registre du lobbying en Allemagne, dans le registre du lobbying de l'Union européenne. Être président d'une telle organisation, ça, c'est pas du lobbying. Moi, je trouve ça me rend vraiment furieux. Pourquoi la droite bloque-t-elle? Et c'est vrai d'ailleurs dans le détail aussi la publication du rendez-vous des députés, la transparence absolue, un organe d'éthique indépendant qui serait peut-être même multi-institutionnel. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a cette offensive qui correspond d'ailleurs à une grande offensive de la droite pour la simplification et on ne veut pas trop de paperasse? Vous avez parlé de la paperasse. Je ne comprends pas. Je redis que nul n'a à craindre s'il n'a rien à se reprocher de cette transparence. Effectivement, comme le dit Daniel, le PPE a refusé de voter la petite subvention que donne le financement que donne le Parlement européen en commission des budgets, avec une explication assez surréaliste, en gros, qui disait on est d'accord sur le principe, mais pas comme ça, avec l'appui des groupes d'extrême droite. Cette majorité extrêmement dangereuse dont le PPE use parfois. Et puis en bureau, avec mon collègue vert Nicu Stefanuta, nous avons soulevé le point. La présidente nous a assuré qu'elle prendrait en compte. Enfin, nous continuons, le combat continue, parce que je crois que c'est l'honneur du Parlement européen d'accepter d'être contrôlé par un organe d'éthique. Quant à la publication des rendez-vous, elle est obligatoire. Vous pouvez la vérifier, c'est sur le site. L'idée, là aussi, c'est que la transparence fonctionne, c'est-à-dire que les gens qui sont vus avec des lobbyistes et qui ne déclarent pas, ils sont en infraction. Il y a des sanctions ? Il y a des sanctions qui sont prévues, oui, en cas de non-publication. Cette obligation de publication est assez récente, donc il n'y a pas eu de mise en œuvre significative, il n'y a pas de jurisprudence complète, mais il y a des sanctions. Et effectivement, il faut qu'on avance pour assurer la confiance de nos concitoyens. Nous portons leur mandat, il faut qu'ils puissent avoir confiance en nous. Est-ce que cette nouvelle affaire Huawei est en train de provoquer un second électrochoc où ça ne bouge pas finalement? Vous ne voyez pas tellement l'ambiance changer au Parlement?
Ça reste encore un peu à voir. On verra aux prochaines semaines. Il y a l'implémentation de cet organe éthique va maintenant être votée d'abord en affaires constitutionnelles puis en plénière. On verra. Moi, j'ai un peu peur que en fait, l'approche Trump nous arrive ici aussi. Et on voit de plus en plus que même des grands scandales, même des cas de corruption qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même il y a quelques semaines encore, qu'un président des États-Unis se fait acheter en fait d'une telle manière, que ça arrive un peu aussi ici et qu'ils font des choses qui sont contre les règles, mais s'il n'y a personne derrière qui en force, voilà, on le fait quand même. Moi, je suis moins pessimiste. Je forme le vœu que le PPE en particulier ait conscience de la responsabilité unique de l'Europe, d'être un espace de liberté, mais aussi de transparence et de démocratie, et que ces valeurs qui sont importantes, je l'espère pour eux, se transcrivent en petites contraintes, mais qui nous permettent d'éviter l'ingérence, la manipulation et la corruption au sein de notre organisation. Une affaire à suivre, donc, et nous ne manquerons pas de le faire sur nos antennes. Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré ce débat qui concerne l'éthique et puis les pratiques du Parlement européen. Merci Caroline, merci à vous et bonne suite de programme sur nos chaînes. À très bientôt à tous.